Alors, un petit tour de table rapide. On a le docteur Jean-Pierre Esterny qui est avec nous, médecin conseiller Bonsoir. national à la Croix-Rouge française, toujours moi, toujours responsable pédagogique au pôle formation bénévole de la Croix-Rouge française, ravi d'animer cette classe virtuelle opération terrain. Et Julien Papoz, notre infirmier national et membre de l'équipe pédagogique nationale qui prendra toutes vos questions et qui les posera à Jean-Pierre tout à l'heure, avec Alexis puisque vos questions sont toujours nombreuses. On a besoin d'un duo de choc pour pouvoir vous les poser ensuite. Et puis Daniel qui est présent, notre garant technique de Zoom, parce qu'on sait à quel point il connaît très bien Zoom. Daniel. On peut passer à la diapo suivante. Hop là, petite nouveauté, on en parlait rarement et on va en parler ce soir. Si vous avez besoin, vous pouvez utiliser l'option sous-titres qui est tout en bas. Ça s'appelle afficher les sous-titres. Vous pouvez les utiliser et comme ça, les sous-titres sont faits en direct. On va essayer d'articuler puisque sinon, ça vous écrira des mots complètement qui n'ont rien à voir. Non, tu as raison, Jean-Pierre, avance, avance. Comme ça, je parle Ouais. moins. Non, non, Ça, mais je l'ai déjà dit, hein, merci à toutes, merci à tous pour votre présence, les 5 associations du groupement interassociatif. Vous avez le chat pour écrire vos messages et vous avez également l'option Q et R, c'est pour questions et réponses. Vous pouvez poser toutes vos questions et à la fin, donc, comme je vous le disais, Jean-Pierre y répondra toujours sur la partie des thématiques des affections liées au froid. J'ai laissé du coup la parole maintenant à Jean-Pierre pour débuter cette excellente visio. voilà, merci à tous. Je vous remercie le pôle formation pour cette proposition. Je pense qu'elle est due essentiellement à mon positionnement géographique, c'est-à-dire le médecin le plus au sud de France, exposé peut-être le moins au froid parmi nous, encore que le Mistral peut nous arriver chez nous. Je n'ose pas imaginer que c'était peut-être une petite pointe de jalousie justement par ma bordure de Méditerranée. Enfin, merci pour tout et merci à Daniel de m'avoir prêté ton fauteuil. Voilà, donc concernant la déclaration de conflit d'intérêts, j'espère qu'on va passer un bon moment déjà. Euh, Vous avez rappelé, donc je suis membre titulaire, je suis vice-président de l'Argent PACA Corse, conseiller médical et membre titulaire de la Société nationale de médecine interne. Concernant les conflits d'intérêts proprement dit, eh ben, écoutez, financier néant, lien avec entreprise de médicaments néant, invitation à des congrès ou board sur ce sujet néant, et proche parent en lien avec une entreprise de médicaments matériels néant, je pense que tout va bien. Donc, si vous êtes d'accord, on va aborder cette soirée tranquillement, avec un plan général. J'espère arriver à vous passer, sauf que ça ne veut pas passer, je sais pas pourquoi. Voilà. D'abord, on va parler un peu de la notion de campagne hivernale et de plan grand froid. Ensuite, je vous donnerai quelques données d'incidence du froid sur la santé en général et notamment la mortalité. On parlera des mécanismes de la régulation thermique, c'est quand même essentiel pour comprendre ce qui se passe. Et puis, on ira du bilan scoriste au repérage et à la prise en charge initiale des pathologies induites par le froid ou aggravées par le froid, donc la notion d'hypothermie, les effets cutanés, le risque de gelure, les pathologies infectieuses hivernales, les pathologies chroniques aggravées, et je pense qu'on laissera du temps pour évidemment traiter l'ensemble de vos questions. Donc, nous commençons par la notion de plan grand froid et de dispositif national grand froid. Pourquoi j'ai abordé ça? C'est parce que il nous paraît important de resituer les prises en charge que nous sommes amenés à prévoir dans un contexte particulier qui nécessite aussi de l'information et de la prévention. Donc, cette notion de dispositif grand froid est basée sur deux types d'instructions nationales. Une instruction qui est sous le chapeau des préfets, hein, et qui concerne la prévention et la gestion directe des impacts sanitaires liés au froid. Et ensuite, une instruction qui est davantage sur la notion de vigilance météo. Et ça, c'est quelque chose qui commence à être quand même très bien partagé dans d'autres thématiques, hein, avec cette classification en trois couleurs et en trois niveaux. Euh, c'est important parce que ces deux instructions, quelque part, posent aussi le cadre de notre intervention spécifique pendant les moments de grand froid.
Ça pose aussi la définition de 3 niveaux d'exposition au froid dans cette période de plein grand froid. Un niveau 1 qui est le plus léger en quelque sorte. Il y a une différence entre le jour et la nuit puisque les températures négatives n'apparaissent à ce moment-là que la nuit. Il s'agit d'un pic. C'est un épisode qui peut durer, mais c'est un pic. Le niveau 2, nous sommes dans des températures plus basses puisqu'on descend en négatif éventuellement dans la journée, mais on ne dépasse pas -10. Nous sommes dans les vigilances orange là. Et ensuite, le niveau 3, qui est le froid extrême, qui est un froid plus exceptionnel, mais qui peut être durable, et où les températures négatives de jour comme de nuit peuvent descendre, pardon, en dessous de 10 degrés. Voilà pour poser le cadre. Ces dispositifs sont activés commune par commune ou département par département, le moment en fonction des critères qui sont posés là. Ce plan grand froid a un impact sur des modalités à la fois de surveillance et des modalités d'action préventive. D'abord, sont activées pendant ces périodes des vigilances spécifiques de Santé publique France qui vont publier des indicateurs météo et sanitaires, donc des indicateurs sur les températures et sur le vent, sur d'autres événements climatiques qui peuvent être simultanés, les orages par exemple, ou de la neige, et aussi des indicateurs sanitaires, c'est-à-dire des pics de pathologie qui peuvent être synchrones de ces événements, et on y reviendra. C'est très important parce que ça peut aussi orienter certaines de nos actions. Euh, dans cette période de plan grand froid, les maraudes et les SAMU sociaux sont renforcés et des places supplémentaires sont mises à disposition de, des personnes qui nécessitent des hébergements d'urgence. Je passe. Voilà. Alors maintenant, toujours pour resituer pourquoi nous parlons de ça, quelques mots sur les effets du froid sur la mortalité. Plusieurs études sont faites de manière longitudinale et en France depuis de nombreuses années, depuis 70, sur les impacts des risques relatifs en mortalité 23 semaines après un épisode de grand froid. Ce qu'on voit ici tout simplement sur cette représentation graphique, c'est que du côté du froid, l'impact mortalité commence, le risque relatif commence à monter à partir de températures moyennes extérieures autour de 3,5 degrés, 3,6 degrés, et devient significatif sur des températures négatives. Et évidemment, quand on descend dans les grands froids extrêmes au-dessous de -10, comme on l'a vu tout à l'heure en niveau 3, on est sur un index qui est à peu près de 1,6 d'effet d'impact de risque relatif sur la mortalité. Il faut voir, je vais le citer quand même, c'est que la chaleur a actuellement plus d'impact sur la mortalité que le froid. Mais c'est la diapo suivante, sur les évolutions prévisibles, disons, dans les 30 prochaines années, sur à la fois le chaud et le froid, on voit qu'au niveau du froid, cette tendance d'augmentation du ratio mortalité va augmenter. On est ici plus près de 7 dans les années 50 à 2050-2060, alors que les index vis-à-vis du chaud vont avoir tendance à baisser malgré le réchauffement climatique. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que le réchauffement climatique ne dispense pas de période de froid, c'est important à retenir. Et ensuite, ça veut dire que les effets peut-être préventifs en population générale, les conseils, les vigilances, les améliorations au niveau urbain pour lutter contre la chaleur auront peut-être un meilleur impact que les événements, les préventions que l'on peut faire et qui sont plus difficiles vis-à-vis du froid. J'arrive donc à la régulation thermique. Comment se fait la régulation thermique dans un organisme? C'est très important parce que ces mécanismes physiologiques vont avoir un impact et un effet assez important sur les modalités de prise en charge, notamment dans l'hypothermie. Notre régulation thermique avec l'extérieur, nous échangeons par, en gros, 3 grandes méthodes. On échange par conduction, contact ou convection si on est à proximité immédiate.
par radiation, on irradie, voilà, souvent de la chaleur, et on échange aussi, on régule notre thermicité, si je puis dire, par évaporation. En symétrie, régulation thermique, c'est aussi bien pour le chaud que pour le froid. Des centres de la régulation sont situés au niveau cutané, des capteurs, des récepteurs au niveau cutané, sous-cutané, et aussi transmettent des informations dans une zone qui est sous-optique au niveau central et cérébral. À partir de ces informations perçues sur des récepteurs et en centrale, des centres à la fois pour chauffer ou pour refroidir, qui sont situés juste dans la zone sous-optique du cerveau, vont activer leur fonctionnement. Et puisqu'on est aujourd'hui à parler du froid, je me limiterai sur la colonne de gauche. Ces centres vont déclencher des réactions dans l'organisme de façon à lutter contre ce froid qui a tendance à perturber notre équilibre normal, qui est d'avoir une température régulée autour de 37. La première réaction, elle va être musculaire. D'abord, il va y avoir un ressenti pour la personne qui va avoir besoin d'avoir une activité physique. On a envie de bouger. Quand on a froid, la première chose qu'on pense, c'est ça. Il faut que je bouge. Et quelquefois, ça va amener aussi à ce qu'on bouge sans le vouloir, puisque on peut avoir le constat qu'on est pris de frissons. Tout ça, c'est une activité qui est déclenchée pour dégager de la chaleur musculaire, qui est une chaleur très importante puisqu'elle peut générer 500 fois la chaleur de base d'un muscle. La deuxième action qui va suivre en cas de besoin, tout ça c'est un petit peu en montée de puissance en fonction du besoin, c'est le resserrement, la vasoconstriction, la fermeture quelque part des vaisseaux sous la peau, puisque la peau est proche de la zone thermique froide, et donc moins de circulation sous la peau permet d'avoir moins de déperdition de chaleur. C'est un avantage pour lutter contre le froid, c'est peut-être un inconvénient dans d'autres domaines, on le verra après. Ensuite, des mécanismes plus compliqués sur lesquels je ne vais pas trop m'étendre sont des mécanismes hormonaux, et notamment des glandes surrénales ou la thyroïde peuvent intervenir, toujours à la demande de ces centres. On voit donc que la lutte contre le froid met en jeu des actions en cascade et qui concernent l'ensemble de l'organisme. Quelques facteurs peuvent intervenir en feedback sur l'ensemble de la chaîne. C'est que selon l'environnement venteux, humide et évidemment encore plus humide, l'immersion, ces mécanismes peuvent être déclenchés de manière plus rapide, plus puissante et dans un ordre un peu différent. Les conséquences de cette exposition au froid, c'est important de les connaître aussi, parce qu'elle conditionne un certain nombre d'actions de prise en charge. Tout d'abord, c'est la température moyenne du corps qui est, je dirais, l'élément régulateur principal. Au niveau musculaire, ces contractions vont avoir bien sûr l'effet de générer de la chaleur, mais aussi vont avoir des conséquences locales. Ça va consommer de l'oxygène, ça va augmenter l'acidité du sang au niveau de l'ensemble des muscles de notre organisme. Voilà, celle-ci, c'est la même. Et donc, c'est la vasoconstriction qui va suivre ces contractions musculaires, va avoir l'effet, je l'ai déjà dit, de faire perdre moins de chaleur, mais aussi de redistribuer la circulation restante ou majorée vers les organes vitaux. Il faut savoir que c'est donc tout l'organisme qui va être impliqué et qu'il va y avoir des interactions permanentes entre tout ça. J'insisterai un peu sur ce qui se passe au niveau cardiaque. Dans un premier temps, pour lutter contre le froid, le cœur va s'accélérer, ça va améliorer la circulation musculaire, permettre les contractions musculaires, permettre l'activité musculaire. Et donc, on va observer une augmentation du rythme cardiaque. Et puis, au fur et à mesure que cette lutte contre le froid va devenir moins efficace, où les muscles pourront moins se contracter, eh bien, au contraire, l'organisme va se mettre un peu en épargne
et donc le cœur va commencer à ralentir, de même que la respiration d'ailleurs. Pardon. Une vulnérabilité particulière est constatée chez certains types de personnes, bien sûr des personnes plus âgées qui ont des régulations vasculaires moins performantes, des personnes à maladies cognitives ou centrales où les centres cérébraux peuvent réagir de manière moins rapide, et puis les nouveau-nés, les nourrissons qui n'ont pas ou très peu de mouvements volontaires et qui donc ne vont pas pouvoir déclencher une thermogénèse musculaire adaptée. C'est un peu la même chose pour les personnes à mobilité réduite. Euh, les autres lignes concernent plutôt des situations préexistantes, l'existence de maladies chroniques, respiratoires, cardio-circulatoires, bien entendu, vont rendre moins performante la lutte contre le froid. Le fait d'être de manière prolongée exposé au froid, d'être sans abri, d'être dans des logements insalubres, évidemment, est un facteur de risque associé et crée une vulnérabilité dans la durée plus importante. Et ce qui peut se retrouver aussi d'ailleurs dans des professions exposées, qui travaillent à l'extérieur et dans des conditions difficiles, ou lors d'un événement immobilisant accidentel, par exemple lors d'un événement sportif, un événement traumatique sur une cheville ou sur une jambe, va créer évidemment une vulnérabilité surajoutée. La mauvaise protection fait partie aussi de ces vulnérabilités. Je crois que le quiz, c'est maintenant Cédric qui va nous le passer. Exactement. Hop, la petite question. Quel est le délai d'apparition des premiers effets cliniques lors d'une exposition au froid adulte hors vulnérabilité particulière ou immersion? C'est au coup d'à coup de 30 minutes, 1 heure, 10 minutes. 2 minutes, on a que 2 personnes, 2 heures, pardon, il n'y a que 2 personnes qui ont mis pour l'instant. Sinon, ça se bat entre 10 minutes, 30 minutes, 1 heure. On vous laisse répondre un petit peu. On voulait vous remercier parce qu'on est à 413 personnes présentes. Merci beaucoup. Allez, il y a 30 minutes qui commence à prendre un peu sa majorité à 44%. 34% disent 10 minutes et 21% disent 1 heure. Donc, si on fait un top 3, c'est troisième position 1 heure, deuxième position 10 minutes et première position 30 minutes d'après le sondage qui a été posé. Je te laisse donner la bonne réponse, Jean-Pierre. Voilà, alors écoutez, d'abord je vous félicite effectivement parce que cette question est quand même assez générale et il faut relativiser cette notion de délai. La bonne réponse, c'est 1 heure, sachant que évidemment ce délai peut être très influencé par des facteurs qu'on verra tout à l'heure et notamment en cas d'immersion, ce délai de 1 heure n'est pas le bon, hein. Ça peut être beaucoup plus rapide l'apparition de délais de signes cliniques, y compris de gravité, en cas d'immersion. Donc, euh, 30 minutes, 1 heure, c'est acceptable. 10 minutes, c'est un petit peu court, peut-être, sauf dans l'immersion. Voilà. Merci pour vos réponses. Alors, je vais arriver à des situations que certains d'entre vous ont connues et voilà, et que nous souhaitons prendre en compte. Tout événement, là, je suis sur la symbolique d'une course, hein, d'un trail, par exemple. Tout événement peut se transformer et peut basculer en quelques minutes. J'ai écrit une histoire d'orage qui peut tout faire basculer parce que l'exposition au froid, c'est quelque chose qui peut être assez rapide. Et ça veut dire aussi que la notion de risque météo doit être anticipée. Et je pense à la préparation de nos dispositifs de secours, hein, bien évaluer le risque météo pour dimensionner à la fois nos moyens logistiques et nos moyens humains. Et puis, je rappellerai ce très très vieil adage, protégé du froid et des intempéries, qui est toujours là. Ce qui veut dire que parler du froid et des pathologies, c'est aussi parler de l'anticipation, de la prévention et de la compensation, et donc des moyens de la compensation de l'hypothermie qu'il faut avoir aussi anticipé pour les avoir quand on en a besoin. Parce qu'il va falloir protéger des victimes et aussi il faut penser à protéger nos propres effectifs, nous protéger nous-mêmes.
Donc, pensez au risque de l'intervention elle-même qui, en conditions de froid extrême, rajoute quelques risques routiers, hein. La conduite sur glace ou sur neige, c'est quelque chose qui comporte des risques supplémentaires. Donc, ça fait partie de notre protection. Pensez au risque pour certains types d'intervention du monoxyde de carbone pour des chauffages mal réglés en milieu particulier. Euh, Pensez aussi à se protéger contre certains risques dont on parlera tout à l'heure, qui sont des risques hivernaux liés au froid, certains virus, certaines bactéries, donc par une hygiène générale de nos propres attitudes. Et enfin, porter et avoir des équipements de protection et avoir soi-même un apport calorique adapté. Sinon, nous serons nous aussi impactés par le froid, euh, ce qui n'est pas acceptable. Alors, secourir quelques bases. Euh, il faut savoir que l'intervention peut se dérouler dans un contexte qui sera peut-être peu confortable, le froid, l'intempérie pour tout le monde, hein. Qu'il ne faudra réaliser sur site non réchauffé que ce qui est indispensable, que toutes les situations d'exposition au froid comportent une instabilité et que donc la surveillance et une instabilité et un risque vital, et que donc la surveillance est très, très augmentée et très importante dans le secours en contexte de froid, puisque l'évolutivité de la situation peut être très rapide, et que toute protection thermique, je pense à la victime, là, doit rester compatible avec cette surveillance, justement. Si je vais trop vite, hein, Cédric, ou si vous voyez que ça, tout n'est pas, vous me le dites, hein. Alors, nous arrivons à la notion de bilan dans un contexte de froid. Parce qu'effectivement, intégrer cette dimension froid dans notre démarche globale, c'est essentiel dès le départ. Dès le départ. À tous les stades du bilan et à tous les stades de la prise en charge, il faut intégrer que nous sommes dans cette circonstance de froid. Donc, au niveau circonstances, donc, il y a un contexte général, hein. Que s'est-il passé pour cette victime? Depuis combien de temps ça a pu se passer? Euh, voilà, ça c'est comme ça à première vue, si je puis dire. Euh, il y a des choses qui vont s'apprécier aussi en facteur de risque repérable. C'est la victime. Est-ce que c'est un enfant, un bébé, un sujet immobile ou avec une immobilité? Est-ce que c'est une immersion, évidemment? Enfin, il y a une troisième évaluation, c'est la capacité d'intervention dans ces circonstances, c'est nombre de victimes éventuellement et moyens disponibles par rapport au nombre de victimes. Ça, c'est première phase, on va dire. Ensuite, nous sommes dans le bilan d'urgence vitale que vous connaissez bien, voilà, et qui va porter sur les différentes thématiques de l'urgence vitale. La plainte principale, mais le circulatoire, le respiratoire, la conscience. Et là, on est sur oui, non, parce que ça impacte la suite. C'est complété à chaque fois par ce bilan complémentaire de chaque fonction qui va aboutir à quelque part un certain nombre de mesures et de scores éventuellement. Et là, j'insisterai sur cette notion de température ressentie mesurée. La mesure de température réelle, température, je dirais, moyenne de cette victime dans un contexte de froid est difficile. Et donc, on va plutôt là avoir un sentiment de température mesurée ressentie parce que on reste sur une mesure telle qu'elle est recommandée par l'HAS de température tympanique, mais on sait parfaitement que ça n'est pas la température que nous souhaiterions mesurer, hein, qui nécessite des systèmes que nous n'avons en général pas sur les lieux où nous intervenons. Ce bilan, finalement, contexte de froid, va permettre de caractériser un certain nombre de situations. L'hypothermie qui est déjà affichée, les pathologies neurologiques, cardiologiques qui peuvent être influencées par le froid, ou provoquées par le froid, les complications vasculaires et cutanées et les pathologies infectieuses, surtout des voies respiratoires,
Voilà en gros les 4 thématiques que nous allons traiter maintenant. J'insiste toujours sur cette notion de surveillance. Vous allez voir que c'est un peu un leitmotiv chez moi. Donc là, on passe à un deuxième quiz, et si vous voulez bien. Allez, deuxième question, Marcel. C'est un homme de 65 ans sans abri, bien connu d'équipe maraude, exposé à un grand froid. Il a été à plus de 4 heures, trouvé pâle, légèrement confus, membre supérieur gauche engourdi, thermomètre température tympanique à 34 degrés, un pouls à 58, une fréquence respiratoire à 15, une saturation pulsatile en oxygène à 93%. Que faites-vous? Est-ce que vous le faites asseoir à l'abri dans le véhicule maraude avec une collation? Est-ce que vous l'aidez à l'allonger en l'isolant du sol et en lui demandant ses antécédents? Est-ce que vous alertez les 15 ou est-ce que vous complétez le bilan neurologique et circulatoire en débutant un réchauffement passif et mise au sous-oxygène, puis alerter le centre 15? J'ai presque envie de dire, d'après nos spectateurs, il n'y a pas de débat puisqu'il arrive en tête à 82%. Je complète le bilan neurologique et circulatoire, je débute un réchauffement passif, etc. 9% nous disent qu'ils alertent de 15. 3% l'aident à s'allonger en l'isolant du sol et du coup en demandant les antécédents. Et 5% le fait asseoir à l'abri dans un véhicule maraude avec une collation. Je crois que l'écart se creuse de plus en plus. On peut arrêter le sondage ici. Alors effectivement, le débat est un peu plié, hein. Je vois, vous ne vous êtes pas laissé influencer par le fait que Marcel, vous le connaissez déjà parce que vous avez déjà maraudé, que vous savez que parfois il est un petit peu alcoolisé, donc ça lui est déjà arrivé d'être un peu confus. Vous avez quand même repéré, bien entendu, que son exposition au froid depuis une assez longue durée et les critères qui étaient affichés là sur les mesures correspondaient à une gravité particulière de la situation. Et évidemment, donc, je vais essayer de lancer. Pourquoi ça lance pas, moi? Voilà. Voilà, la question, la réponse 4 était la bonne. Et je compléterai tout simplement en disant qu'en fait, effectivement, Marcel était bien en hypothermie déjà significative, mais qu'il présentait en plus un accident vasculaire cérébral parce que ce membre supérieur engourdi était en fait une asymétrie réellement liée à un déficit neurologique et que, il avait donc complété son hypothermie par un accident vasculaire cérébral. L'hypothermie, on va la classer en 4 niveaux. Sachant que la température affichée qui correspond, la fourchette de température affichée qui correspond à la définition de ces 4 niveaux, c'est une température qui sera difficile à valider sur site, hein, et que donc la classification va être très essentiellement basée sur les critères cliniques qui correspondent à ces 4 situations. Parce que cette prise de température en zone froide est délicate et d'une fiabilité variable. Donc, l'hypothermie légère est caractérisée par une victime qui reste consciente, qui est encore en capacité de frissonner et qui a généralement, je dirais, des paramètres circulatoires et respiratoires plutôt élevés, c'est-à-dire accélération du rythme cardiaque, du pouls, et accélération de la fréquence respiratoire. Le deuxième stade, qui est déjà, qu'on appelle modéré, est déjà une situation où on le voit, le neurologique est impacté. Ça veut dire que cette personne va être au minimum confuse euh, et que au plan circulatoire et respiratoire, l'incidence de l'hypothermie va déjà entraîner le stade 2 de la régulation de la thermogénèse dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire une épargne, un ralentissement circulatoire et un ralentissement respiratoire. Le stade 3, qui est qualifié de sévère, qui correspond à chaque fois à des paliers de température et d'hypo de température de la victime, euh, eh bien, on est devant le neurologique aggravé,
Donc, c'est la perte de connaissance avec persistance de signes de vie. La mobilisation de cette victime est difficile parce qu'elle est souvent enraidie. Elle est non seulement difficile, mais on verra tout à l'heure qu'elle est délicate parce que cette victime peut déjà avoir des perturbations de rythme cardiaque, difficiles à détecter cliniquement. Donc, il va falloir bien chercher en permanence ces signes de vie, mais il y a un risque déjà là de transition vers la phase profonde qui est la victime, pardon, en arrêt cardiaque. Excusez-moi. Donc voilà les 4 stades. La diapo suivante montre que veut montrer que le stade 2 et le stade 3 peuvent être difficiles à bien, je dirais, clarifier et qu'on peut passer assez facilement du modéré au sévère. Donc il faut être très très vigilant, notamment sur les signes neuraux. Donc, on va parler un petit peu là de la colonne de la prise en charge, hein, bien sûr. Au stade 1, eh ben, c'est une victime qui va être tout- que l'on va pouvoir prendre en charge avec un réchauffement passif, euh, à condition de pouvoir l'installer dans d'assez bonnes conditions. Donc, un réchauffement passif, on va la sécher, l'isoler du sol si c'est nécessaire, utiliser des couvertures, éventuellement l'isoler par un brancard simplement, ou, voilà, du papier bulle si on en a. Il va falloir le surveiller de manière répétée. On pourra le mobiliser prudemment, si notamment pour pouvoir, je dirais, le rapprocher d'un lieu plus adapté et surtout pour qu'il facilitera le réchauffement passif. Et j'insiste bien sur le prudemment. Au stade 2 et 3, la prise en charge peut rapidement s'avérer complexe. Elle va précocement nécessiter un avis médical euh, dans ces 2 stades et l'organisation déjà prévisible d'une évacuation. Parce qu'il va exister des liens interactifs entre la perte de chaleur de cette victime, les pertes liquidiennes que ça induit dans son organisme et le volume circulatoire. Et donc la prise en charge, euh, je dirais, comporte une certaine complexité. Sur l'oxygène, il n'y a pas de discussion. L'oxygène, c'est évidemment c'est une victime qui a besoin d'oxygène, quoi qu'il arrive, quoi qu'on puisse mesurer, parce que le déficit circulatoire périphérique et viscéral euh, fait que l'oxygène peut être absolument utile. Mais il va falloir rapidement transmettre ce bilan pour avoir des consignes quant au réchauffement, parce que c'est là où ça devient un peu plus difficile. Euh, le réchauffement passif pose pas trop de problèmes si on a une couverture chauffante, et éventuellement si on n'a pas d'autre solution, on peut toujours là utiliser des poches tièdes, ce que l'on va poser sur le passage des vaisseaux, les gros vaisseaux au niveau du cou, sous les aisselles ou dans les plis de laine, en prenant précaution évidemment de ne pas brûler cette victime qui a une température superficielle très basse. Par contre, toutes les manipulations de la victime dans ces 2 stades, 2 et 3, doivent être extrêmement précautionneuses, voire limitées au strict minimum, car elles peuvent à tout moment favoriser des troubles du rythme cardiaque, je l'ai dit tout à l'heure, euh, qui sont évidemment redoutables. Quant à toute autre mesure ultérieure de réchauffement actif, elles dépendront de l'expérience spécifique, je dirais, des équipes, y compris médicales, qui vont être déclenchées, car elles vont toutes être décidées strictement médicalement. Et elles sont pour la plupart intra-hospitalières. Parce elles vont être basées sur le fait que c'est la température centrale qu'on ne peut pas bien mesurer dans le contexte où on intervient en secourisme, qui doit être stabilisée en premier, car si c'est pas le cas, il y a un risque évidemment de stabiliser d'abord en périphérie cette température et de créer un déséquilibre circulatoire euh, très préjudiciable. Donc, avant l'arrivée des secours, je dirais suivre des consignes strictes en fonction des bilans de surveillance me paraît l'essentiel. D'ailleurs, cette décision médicale, elle sera souvent aidée par des mesures biologiques, des mesures paracliniques dont on ne peut pas disposer facilement sur site.
Au stade 4, bah là, la question devient une question d'urgence vitale exclusive. Donc, après une recherche très attentive de l'absence de signes de vie, parce que euh, cette victime très hypotherme, on doit quand même prendre le temps d'être sûr de ce qu'on fait. Euh, la, la, la- la RCP va être mise en œuvre, bien qu'elle puisse s'avérer assez rapidement difficile mécaniquement, compte tenu de la raideur musculaire de ces personnes très hypothermes. Donc les compressions vont être plus difficiles, les insufflations aussi. Et il faut savoir que bah, on va aussi mettre en œuvre l'ensemble des techniques, y compris de défibrillation, mais que c'est l'effet du réchauffement simultané qui sera essentiel par rapport à l'efficacité de la défibrillation en particulier. Voilà pour ce que j'avais à vous dire sur la prise en charge de l'hypothermie. Nous allons passer aux lésions tissulaires sans gelure. On va dire, j'ai cité deux types de lésions, hein. Donc, elles sont liées à des anomalies des vaisseaux périphériques, mais des anomalies encore mineures et réversibles. Soit ce sont des crises de maladies préexistantes. Ici, vous avez euh, deux photos de maladies de rénaux et acrocyanose avec des phases successives de grande ischémie, c'est-à-dire des extrémités très très blanches qui sont douloureuses, hein, et qui sont capables de se revasculariser, soit spontanément, soit avec évidemment une protection et une chaleur locale. Mais ces personnes sont habituées à ce genre de mécanisme et disposent parfois aussi de traitements spécifiques. Les engelures superficielles, ben ici, ce sont des zones de rougeur et parfois de petites vésicules qui peuvent s'accompagner de troubles de la sensibilité, notamment d'une hypersensibilité cutanée. Ces gelures superficielles sont facilement prises en charge par le réchauffement externe et généralement n'entraînent pas de lourdes séquelles, mais peuvent se reproduire assez facilement chez certaines personnes, à des températures parfois pas très basses. Nous allons passer aux gelures. Alors, les gelures, évidemment, elles vont elles aussi concerner les extrémités, les parties exposées, dans des circonstances multiples, hein, les activités montagne, la randonnée, mais aussi des personnes sans domicile exposées pendant de longues heures à un froid intense. On cite parfois aussi l'utilisation mal appropriée de sachets de froid, ce que j'espère on rencontre le moins possible. Donc, à partir d'une température ambiante qui avoisine zéro, on va avoir tendance à avoir une gelure des zones superficielles et selon le degré de température et la durée d'exposition et le terrain vasculaire préexistant, cette gelure va pouvoir descendre plus ou moins profondément pour impacter des tissus de plus en plus profonds et impacter de plus en plus notamment la zone de vascularisation des vaisseaux la plus profonde et la zone aussi de l'innervation la plus profonde. On conçoit que l'évolution vers la droite va entraîner des lésions de plus en plus sévères et dont la récupération sera de plus en plus délicate. On définit donc trois niveaux. Un niveau 1, c'est, on le voit ici, hein, c'est une zone qui est souvent un peu insensible, qui est rouge, qui peut comporter ou pas des cloques et qui est réversible au réchauffement. Il faut savoir que les cloques vont augmenter et être beaucoup plus visibles dans le niveau 2, qui comporte un œdème, un gonflement plus important et une insensibilité plus importante et une peau qui peut commencer à devenir violacée par endroits, ici. Dans le niveau 3, il y a une insensibilité complète, il y a une peau qui devient violacée bleutée et il y a des cloques qui deviennent souvent hémorragiques. La réversibilité est très aléatoire,
dans ces deux niveaux. Le niveau 4 est une zone très extensive qui a pratiquement tous les risques d'évoluer vers de la nécrose. Donc, trois petits plots pour synthétiser les gelures. Donc, les zones exposées, extrémités, visage, les facteurs favorisants, notamment la compression des tissus. Donc, la décompression des zones est très importante par rapport, par exemple, à des chaussures ou à des compressions extérieures. L'immobilité, bah, on en a déjà parlé. Et l'hypothermie associée, c'est le thème de tout à l'heure. Et évidemment, nous avons là des victimes qui peuvent être à la fois avec des gelures et bien entendu une hypothermie. C'est la description clinique de la gelure, des gelures que vous allez transmettre et qui va amener ensuite les équipes à des soins spécifiques qui est essentiel. Donc la surface atteinte, la description des lésions et les plaintes et notamment les douleurs ou l'insensibilité des victimes qui sont essentielles à transmettre, en sachant que ces degrés ne sont pas toujours homogènes et que l'évaluation sera faite de façon évolutive en milieu spécialisé, d'autant plus que le réchauffement peut activer des zones inflammatoires en périphérie ou au milieu des zones gelées, ce qui va rendre plus délicate la conduite du réchauffement accompagné. Dans tous les cas, on limitera les pertes caloriques, on mettra la victime au sec, allongée de préférence, la technique de réchauffement étant dans quasi tous les cas, soumise à un avis médical, car le pronostic local ne s'appréciera que au fur et à mesure de la phase de réversibilité des zones réversibles. Nous allons passer aux infections respiratoires avec cette première plaque qui veut illustrer la saisonnalité des infections, notamment surtout virales, respiratoires. Et donc, on voit bien que les périodes de froid, qui sont les mois novembre, décembre, janvier, février, sont en même temps les périodes de circulation virale maximale d'un certain nombre de virus. Virus influencé, c'est la grippe. Virus HCOV, c'est le virus Covid. Et RSV, c'est le virus de la bronchiolite des enfants de moins de 2 ans. Donc, les trois virus les plus concernés sont ces trois sur ces périodes hivernales. Ce qui est exprimé ici d'une autre manière avec les courbes sur la variabilité intersaisonnière sur les semaines de l'année, sur ces différents virus et sur les passages aux urgences. Voilà. Donc, pourquoi cette variabilité saisonnière et pourquoi cette prolifération virale dans ces périodes de baisse de température? Parce que les virus, je dirais, n'aiment pas le chaud, voilà. Et donc, le froid est plus propice à leur transmission et à leur propre prolifération, mais surtout, les conditions de transmission interhumaine des virus vont être plus importantes en période hivernale parce qu'il y aura plus de proximité entre les personnes, moins d'activité en plein air et souvent un défaut d'aération des locaux fermés où il y a de nombreuses personnes. Euh, Pourquoi je passe là-dessus? Voilà. Donc, je ne vais pas traiter ici spécifiquement les prises en charge de ces pathologies, puisque dans le bilan, le repérage je dirais, de l'impact individuel et notamment des risques vitaux que peuvent entraîner ces maladies virales sera bien entendu pris en compte et que la conduite à tenir sera basée par la transmission sur la transmission de ce bilan. Euh, Pardon. Voilà. D'autres pathologies assez nombreuses peuvent être aggravées par le froid. Par exemple, des pathologies rhumatismales, des pathologies euh, comme les migraines, enfin, pas mal de situations peuvent être. Les rhinites vasomotrices, par exemple, peuvent être
aggravés par le froid, mais il n'y a pas de spécificité secourisme à ces aggravations. Donc, on pourra en parler dans les questions si vous le souhaitez. Euh, voilà, donc je crois aller assez vite pour pouvoir laisser du temps à toutes les questions. Super, merci Et je beaucoup, remercie de votre écoute. Jean-Pierre. Merci beaucoup, Jean-Pierre. On a eu pas mal de questions. Alors, Daniel y a déjà répondu, mais on va quand même y revenir à l'oral. Enfin, pas mal de questions. Je laisse Julien, je laisse la parole. Je n'hésite pas les questions. Merci Cédric, merci Jean-Pierre pour cet exposé et du coup cette présentation du sujet sur les affections liées au froid. Effectivement, plusieurs questions. La première question, c'est le lien que tu fais entre la consommation d'oxygène et l'acidité au niveau des muscles, si tu pouvais revenir sur cette notion-là. Alors, j'ai abordé ça au moment de la thermogénèse, enfin de la lutte de la thermogénèse vis-à-vis du froid. Et j'ai dit que dans une première phase, les centres de régulation centraux percevant une baisse de température corporelle vont entraîner, je dirais, une activité circulatoire supplémentaire de façon à permettre à augmenter l'activité musculaire. Euh, Volontaire, marcher, bouger, et involontaire, frissonner. Si ce mécanisme et cette activité musculaire consomme de l'oxygène, évidemment, d'où l'accélération circulatoire, etc. Lorsque ce stade est dépassé, c'est l'inverse qui va se produire et on va se retrouver avec un déficit circulatoire et donc une privation d'oxygène dans des tissus euh, qui en ont malgré tout toujours besoin, c'est-à-dire notamment les viscères principaux, le cerveau, le cœur et les muscles viscéraux qui ne servent pas qu'à bouger. Voilà, et donc là, la compensation en oxygène est intéressante. Est-ce que j'ai répondu? Très bien. Donc finalement, si je comprends, c'est bien qu'il n'y a plus suffisamment d'oxygène qui va arriver, qui va faire que les cellules, elles vont fonctionner différemment et du coup, générer cette acidité au niveau des muscles. L'acidité musculaire, déjà, elle est liée par l'activité. Quand on bouge Bon, plus, c'est l'acidose, hein. Voilà. Mais ensuite, il va y avoir une ischémie qui va entraîner des troubles ioniques différents. Oui. parfait. Merci. Autre question. Y a-t-il des signes de la fonction neurologique particuliers à remarquer avec le manque d'approvisionnement en oxygène du cerveau? Question. Ouais. Un cerveau qui manque d'oxygène, c'est un cerveau qui va avoir tendance à ralentir, on va dire, hein. Voilà. Donc, ça peut aller d'un manque d'attention à une certaine confusion, voire à des déficits moteurs euh, qui traduisent des lésions du tissu. Voilà. Donc finalement, il n'y a pas plus de signes particuliers que finalement des signes neurologiques qu'on pourrait retrouver dans une affection autre. Ça reste un signe Tout à fait. de la fonction neurologique, hein, c'est ça? Un signe de souffrance du tissu cérébral. Ok. Tu faisais le lien également entre les maladies respiratoires et la fragilité liée au froid. Du coup, est-ce que tu pourrais réexpliquer ce rapport entre la maladie respiratoire et la fragilité liée au froid? Alors, notre appareil respiratoire communique avec l'extérieur par nos arbres, nos bronches et notre arbre bronchique, qui se répartit vers nos poumons et pour transférer l'oxygène pour qu'il puisse passer dans le sang. Cet arbre respiratoire est protégé en temps normal des agressions de l'air qu'il reçoit, les poussières, etc. Et donc dispose d'un certain nombre de systèmes de défense immunitaires, mécaniques même, qui peuvent être impactés par l'air froid qui traverse l'arbre respiratoire. Donc notre système de défense vis-à-vis des risques extérieurs de l'air inspiré va perdre en performance en conditions de froid. Ok.
Parfait. Lorsqu'on parle d'une affection liée au froid, est-ce que le mécanisme physiologique, il est toujours le même, qu'on soit sur une situation de froid ou une situation de grand froid? Je pense que ce qui va changer, c'est qu'un certain nombre de mécanismes en situation de grand froid auront déjà épuisé leurs effets. Moi, j'interprète plutôt ça par degré de performance, c'est-à-dire que il y a un dépassement de la capacité euh, à lutter contre le grand froid. Finalement, c'est un degré de froid, c'est-à-dire que le mécanisme reste le même. Maintenant, la conséquence, elle va être différente selon le temps, non? C'est ça, le mécanisme est le même, mais il se peut qu'à un moment donné, ce mécanisme soit à la limite de sa capacité. Oui. En poste de secours, comment on pourrait prévoir du matériel spécifique pour gérer les affections liées au froid? Quel matériel serait intéressant à prendre? Alors, bon, je vais pas aborder l'ensemble des techniques de réchauffement. Bon, déjà, il faut avoir des matériels, des systèmes de réchauffement, je dirais, passifs en nombre suffisant. C'est la première, peut-être le premier niveau, c'est disposer de suffisamment. Parce que selon le nombre de victimes, ça peut être quand même des fois un facteur limitant des prises en charge. Le deuxième niveau, c'est est-ce qu'on peut disposer de systèmes plus performants? Je pense par exemple au système d'air chaud soufflé sur le thorax, de système soufflant d'air chaud. Mais là, je laisserai peut-être Daniel donner son avis sur ce genre de système. Mais en gros, aller un peu plus loin que le réchauffement par l'environnement de la victime par des couvertures ou du chaud. Voilà, moi je n'irai pas plus loin parce que au-delà, je crois qu'il y a une intrication très forte avec la prise en charge médicale. Oui, oui, tout à fait. Il y a une question là qui revenait souvent, la différence entre l'actif et le passif, bien que des fois, c'est vrai, en fonction de qui en parle, on n'a pas tout à fait les mêmes définitions. Mais disons, il y a le réchauffement externe et interne. En externe, tous les moyens sont bons, hein. D'abord, il faut éviter la déperdition de température. Il faut vraiment envelopper les victimes dans des couvertures, même plusieurs couvertures, pour limiter la déperdition de température, mais ça ne chauffe pas. Par contre, n'oubliez pas qu'une victime au sol continue à se refroidir par le sol. Donc, il faut vraiment envelopper les personnes. On peut, les gendarmes le font, envelopper des personnes dans du papier bulle. Ils ont des rouleaux de papier bulle, ils prennent carrément des draps de papier bulle, ils les enveloppent de papier bulle et par-dessus, ils mettent des dispositifs de chaud, des bouillottes hein, chimiques ou autres, mais enfin, bon, qu'ils placent essentiellement au niveau des gros vaisseaux, hein, c'est au niveau du pli de laine, sous les bras, à la base du cou. Et en fait, ça réchauffe l'air qui est à l'intérieur des bulles, du papier bulle, et ça augmente la température externe du corps et contribue au réchauffement. Ensuite, vous avez effectivement des dispositifs d'air soufflé. Alors, il y a quelques fabricants là, qui nous proposent régulièrement des appareils qui permettent de mettre la victime à l'intérieur et de propulser un air chaud à l'intérieur. Il faut quand même bien contrôler aussi la température du patient en Ça. même temps lorsque vous utilisez ces dispositifs-là. Mais disons, pour le secourisme, vous avez déjà, bien sûr, mettre la victime dans une ambiance chaude si on peut. Si on peut, hein, chauffer vos véhicules, mettez la victime dans une ambiance chaude, enveloppez-les. En certains endroits, notamment s'il fait très froid ou dans les montagnes, utilisez des dispositifs de réchauffage, de réchauffement, notamment de réchauffement chimique, en enveloppant bien vos patients. Il y a quelque temps, on disait qu'il ne faut pas réchauffer les victimes, il faut les réchauffer lentement, etc. Alors, maintenant, on est tout à fait persuadé du contraire, il faut les réchauffer rapidement, même extérieurement. Daniel, Ouais. Daniel, lorsque tu dis qu'il faut placer la victime dans un environnement chaud, ça veut dire que dès la réalisation de ton bilan de circonstance, on peut se dire qu'on veut déplacer la personne pour réaliser et Bah oui. poursuivre le bilan? Ouais, ouais, vous êtes, la cause, c'est le froid. Faut enlever, il faut supprimer la cause, hein. Il faut l'enlever de cette ambiance froide et la mettre très rapidement dans un milieu chaud. Ça, c'est évident, hein. Alors, par contre, c'est vrai que vous avez un souci, et tu en as parlé, c'est
le risque de trouble du rythme qui survient chez les sujets qui sont en hypothermie, puisque quand la température baisse, le cœur se met en fibrillation avant de s'arrêter. Ça, c'est un mécanisme très connu, c'est presque un mécanisme physiologique, puisque lorsque vous faites de la chirurgie cardiaque, quand on fait de la chirurgie extracorporelle, c'est-à-dire qu'on vous met sous cœur artificiel, une fois qu'on a cannulé, c'est-à-dire qu'on a branché vos vaisseaux avec la machine et que le sang passe dans la machine, le sang est oxygéné dans la machine, mais surtout il est refroidi. Alors on refroidit le sang et on baisse la température du corps pour faire la chirurgie. Et le cœur va se passer en fibrillation et puis s'arrêter. Donc on a bien l'hypothermie, elle entraîne une fibrillation. Et d'ailleurs, ensuite, quand il y a un réchauffement à la fin de la chirurgie, quand on réchauffe l'organisme, bien souvent, le cœur qui était arrêté repart en fibrillation tout seul. Et parfois même, à un moment donné, quand la température continue à augmenter, repasse en rythme sinusal. Ou alors, il faut parfois l'aider avec un petit choc électrique. Hein. Mais ça, c'est le truc normal. C'est pour ça qu'un cœur froid qui fibrille, vous aurez du mal à arrêter la fibrillation, parce que c'est physiologique chez lui, la fibrillation, quand il est froid. Voilà. Donc, ça nous amène finalement à remettre en question la défibrillation sur un cœur qui est froid. Non, 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 on ne met pas en question la défibrillation. La recommandation, elle est simple. La recommandation, elle est de... Lorsque vous avez une hypothermie grave, hein, comme ça a été expliqué, de toute façon, ce n'est pas la peine de continuer à le défibriller parce que de toute façon, il restera en fibrillation. Il faut d'abord réchauffer le corps. Donc, on limite la défibrillation à trois chocs. Ça, c'est la recommandation. Mais maintenant, il faut quand même connaître la température du corps. Si vous ne connaissez pas la température du corps, vous appliquez la conduite à tenir générale. C'est tout. Et la température du corps, on sera en capacité de la connaître à partir du moment où on a un matériel adapté à la prise de température, à la mesure de la température corporelle d'une personne hypotherme. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors, c'est toujours très difficile de prendre la température parce que à un moment donné, les moyens sont toujours pas très justes. Le moyen qui est le plus juste, en fait, c'est le thermomètre tympanique. C'est celui qui est le plus juste, mais qui a des inconvénients, on le sait, en utilisation, particulièrement quand vous l'utilisez en ambiance froide. C'est lui qui donne à peu près la température la plus juste. Après, en SMUR, on utilise des sondes thermométriques que l'on met soit en rectal, qu'on peut mettre aussi en œsophagien, mais le problème, c'est que dans ces cas-là, si vous avez un cœur qui est froid, si vous y mettez quelque chose par derrière, si vous allez le titiller, le risque, c'est qu'il repasse un trouble du rythme. Mais on a des moyens qui permettent de bien mesurer les températures basses. C'est les températures basses qui sont difficiles à mesurer. Mais il faut des appareils spéciaux pour ça. Voilà. Très bien. La dernière question, puisque c'est vrai que ça suscite de nombreuses interrogations. Euh, le fait que la personne soit immergée, est-ce qu'on a un délai d'apparition plus important, plus rapide des signes? Oui, je crois on l'a évoqué quand à la réponse du quiz, hein. L'immersion raccourcit énormément les délais d'apparition des complications. Mais je laisserai là-dessus Daniel compléter. Oui, de toute façon, la température du corps, elle dépend de la durée d'immersion, elle dépend de la température de l'eau et comme l'a expliqué Jean-Pierre, c'est que vous avez des processus, notamment de déperdition de température, plus importants dans l'eau que dans l'air. Dans l'air, le contact de l'eau va, même une eau l'été à Marseille, les noyés sont hypothermes quand on les sort, hein, parce qu'il y a une déperdition de température qui est plus rapide. Tout dépend de la température de l'eau et de la durée d'immersion. Et après, les signes d'hypothermie, c'est les mêmes qu'en air libre. Hein. Le patient, il fait pareil, il fait des frissons, et puis après, il s'arrête de frissonner, et puis il passe en fibrillation, etc. S'il n'est pas mort d'hypoxie par noyade. Donc, c'est toujours pareil. Alors, par contre, il y a comme je disais tout à l'heure, il faut réchauffer les victimes. Il y a deux cas où on ne les réchauffe pas de suite. Premièrement, c'est l'arrêt cardiaque, parce que dans l'arrêt cardiaque, en fait, on va d'abord réanimer, faire repartir le cœur avant de le réchauffer. Et deuxièmement, tu en as parlé, Jean-Pierre, c'est attention aux gelures. La gelure, il faut la réchauffer aussi. Pendant longtemps, on ne voulait pas la réchauffer. Il faut la réchauffer pareil. Hein, il faut la mettre si on n'a rien, c'est mettre les bras sous les aisselles, bien couvrir, etc. Éviter tout ce qui peut entraîner des strictions au niveau des extrémités. Par contre, si vous ne pouvez pas mettre la victime dans une ambiance chaude,
faut pas réchauffer de suite la gelure. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que vous réchauffiez la gelure, puis ensuite vous repartiez, j'allais dire, dans la neige et qu'il y ait une nouvelle gelure qui se recrée. Parce que ça, c'est encore pire. Et les gelures répétées, justement, entraînent des altérations des tissus très, très importantes. C'est les signes classiques de la gelure. Et je crois qu'il y a une question qui avait été posée sur les pieds des tranchées et les pieds dans l'eau. En fait, c'est des gelures, mais qui sont augmentées, enfin, qui sont plus rapides pour la simple raison que le pied est dans l'eau. Donc, la déperdition en température est plus rapide et on va faire plus rapidement des gelures. Et le problème, c'est qu'on rentre dans l'eau, on en sort, on en rentre, ça se réchauffe, ça se refroidit, ça se réchauffe, ça se refroidit. Et donc, vous avez des altérations tissulaires très rapides et importantes. C'est ce qu'on appelle le pied de tranchée ou le pied d'immersion. Très bien, merci, merci Jean-Pierre, merci Daniel pour toutes les réponses que vous avez pu nous apporter. Je pense on va devoir arrêter et on est pris par le temps. Cédric, je te laisse la main. Merci, merci Jean-Pierre, merci Julien, merci Daniel, merci Alexis. Jean-Pierre, j'espère que tu reviendras du coup nous faire une belle présentation très vite. C'était la première, ça s'est super bien passé, tout le monde est ravi. Donc C'était mon bizutage, c'est ça, j'ai compris. ouais, c'était top, c'était très bien. Merci beaucoup. Prochain rendez-vous sur la Merci à vous tous. prochaine rendez-vous sur la slide prochaine suivante. Hop là, on y arrive. Voilà. On se donne rendez-vous au mois de décembre, le 21 décembre, avant les fêtes de fin d'année, pour parler d'un sujet que vous nous avez demandé à plusieurs reprises, l'accident vasculaire cérébral, l'AVC. Donc, ce sera bien notre prochaine thématique, animée cette fois-ci de nouveau par notre cher et tendre docteur Daniel Méran, dont on n'arrive pas à se séparer tellement qu'on l'adore. Voilà, C'est le il sera... dernier, après j'en fais plus et c'est fini. On verra. On en refera... Oui, pour 2023, on ne t'en fera plus, promis. Et après je vais à la retraite, ça sera plus pratique.